Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG qui a enfin bougé au niveau mercato dans le sens des départs. Il y en a un qui se précise et qui devrait se boucler d'ici à la fin du mois. Et puis on reviendra sur le week-end Coupe de France qui attend les Parisiens avec un déplacement à Orléans pour y affronter l'équipe locale sur une pelouse qui a fini d'être posée hier. C'est une situation dangereuse et inquiétante aux yeux de Luis Enrique qui n'a pas hésité à le faire savoir en conférence de presse à juste titre et on y reviendra dans cette vidéo. Mais commençons par le dossier Hugo Ekitike qui avait refusé cet été de rejoindre Francfort pour faciliter l'arrivée de Kolo Muani et 6 mois plus tard, c'est sa piste la plus chaude. Donc évidemment, avec le recul, on se dit quel gâchis d'avoir refusé à ce moment-là. Même si, durant l'été, sur la chaîne, on prenait sa défense parce qu'il fallait critiquer aussi et avant tout celui qui l'a fait venir au PSG, peut-être trop tôt, mais surtout dans le cadre d'un contrat qui ne collait absolument pas avec le statut qu'il avait à Reims et celui auquel il prétendait au PSG. Depuis que Daniel Riolo l'a balancé sur le plateau de l'After, une multitude de sources françaises comme allemandes ont confirmé qu'Hugo Ekitike touche minimum 6 millions d'euros par an, voire 7 au PSG, ce qui est absolument démentiel et c'était le point névralgique des négociations cet hiver avec Francfort puisqu'ils veulent absolument pas lui donner un tel salaire qui le placerait parmi les meilleurs du club là-bas. Et donc, premier point, ils ont été surpris agréablement du discours tenu par le joueur et son entourage, ils aiment sa mentalité. Et deux, il a accepté, évidemment financièrement, de baisser son giga salaire pour les rejoindre, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont proches d'un accord, ça négocie entre les deux clubs, à voir le format, et c'est vrai que on peut se poser des questions sur le format idéal pour le PSG. Est-ce qu'il faut le transférer dès maintenant, après 6 mois sans avoir joué? Est-ce que ce serait pas un peu sous-valorisé? Surtout quand on sait qu'il va dans un club où en général tu en ressors avec une valeur qui a au minimum doublé. Est-ce qu'il faut mettre une option d'achat obligatoire? Auquel cas, si dans 6 mois il a percé complètement, tu n'auras pas d'autre choix que de le laisser partir là-bas au prix que tu as fixé dans la configuration actuelle où le joueur est indésirable, ou alors est-ce que tu mets pas d'option d'achat en fait, avec les risques que ça compte, mais aussi la possibilité de tirer les bénéfices d'une potentielle bonne partie de saison là-bas. Bon bref, dans tous les cas, il y avait plein d'autres clubs sur lui, Brentford, Wolverhampton, Wolfsburg, qui avaient fait des offres, c'était des prêts, mais bien évidemment, Francfort est le club, l'environnement parfait pour un jeune joueur, encore plus quand il faut se relancer et quand tu es attaquant. À ce poste, plus que tous les autres, ils ont réussi à valoriser des joueurs qui, à chaque fois qu'ils sont partis, alors pour la plupart ont été des échecs, il y en a qui ont réussi à avoir des dynamiques dans d'autres clubs, à l'heure par exemple à l'Ajax, mais à West Ham en première ligue, qui est évidemment la destination qui surpaye par excellence, bah, il a eu un moment, enfin ça a été un flop. Évidemment, on pense en premier lieu à Jovic, qui avait été acheté pour un peu moins de 30 millions d'euros et revendu 60 au Real Madrid. Rebic aussi, voilà, des joueurs qu'ils revendent super cher, qui sont ultra valorisés parce que bien sûr, ils savent créer un contexte favorable, voilà, pour tirer le meilleur des joueurs. Et on va pas se mentir, il y a aussi la question du championnat. Sans dévaloriser la Bundesliga, parce que ce serait un peu idiot. Il y a des joueurs, évidemment, qui performent en Allemagne et qui n'arrivent pas à s'exporter. Comme il y a des joueurs qui ont fait les meilleures saisons de leur carrière en Ligue 1 et qui en Bundesliga ont des stats moins bonnes que celles qu'ils ont dans notre bonne vieille Ligue 1. Donc on n'a pas à prendre un air condescendant sur la Bundesliga. Par contre, c'est un fait, les caractéristiques de ce championnat aident les attaquants à faire des statistiques avec des espaces qui sont plus prononcés. Moi, là où je pense qu'il y a des interrogations, c'est sur la dimension physique. C'est-à-dire qu'un Xavi Simons aujourd'hui, il a percé complètement donc, aux Pays-Bas et aujourd'hui en Allemagne. Moi, je demande à voir quand même dans un championnat avec une dimension physique plus prononcée, qu'est-ce qu'il donnerait. Et c'est pour ça qu'avec un Hugo Ekitike, qui est donc un joueur très frêle qui doit absolument prendre en muscle, alors je ne sais pas s'il a fait de la muscu pendant ces 6 mois où il n'avait rien à faire, je l'espère parce que c'est quelque chose quand même qui était une nécessité pour son développement. Et donc je me dis, en Bundesliga peut-être qu'il statera, mais après les clubs anglais, je ne sais pas s'il serait capable de mettre une énorme somme sur un joueur aussi faible, aussi frêle, pardon, le lapsus.
pas révélateur parce que je crois vraiment en les capacités d'Hugo Ekitike. Mais vraiment, je pense que s'il se reprend en main, ça peut être un joueur qui mène une carrière voilà, tout à fait honorable. Ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs qui ont réussi à s'exporter, c'est ceux qui avaient en fait cette dimension physique. Évidemment, le premier qui te vient en tête, c'est Erling Haaland, qui a toute la puissance, la carrure pour s'imposer dans un autre championnat que la Bundesliga. Alors pour nous évidemment, bon, alors la question de le faire partir ne se pose pas, hein, il faut qu'il aille prendre du temps de jeu, le club visiblement bon, ne veut plus de lui, et je note aussi que Luis Enrique, je pense, a été un peu frustré par la situation en septembre, dans le sens où, pendant la préparation, Ekitike, alors on joue 5 matchs, sur les 5 il a 2 titularisations, contre Le Havre il rentre à la mi-temps, et au final il a 200 minutes pour 2 buts, je crois qu'il marque 2 fois contre Le Havre, 8 minutes après son entrée en jeu. Et le Cerezo Osaka ou l'équipe qu'on a affrontée en Corée, là, le fameux match qu'on a mis après avoir signé Lee Kang-in. Je crois que c'est contre Osaka, au Japon. Donc voilà, il avait fait des performances, je me souviens d'un Ekitike plutôt intéressant, et un Luis Enrique qui le faisait jouer. Alors après, vous me direz, il faisait jouer aussi Layvin Kurzawa, il a fait jouer Renato Sanchez, au poste d'arrière droit d'ailleurs, un poste où on cherche quelqu'un aujourd'hui, même si Renato est blessé et au chou complètement. Donc voilà, je pense que Luis Enrique, Ekitike était un joueur qu'il appréciait plutôt. Alors maintenant, qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Parce qu'aujourd'hui, si on met une option d'achat, bien sûr que ce serait un miracle qu'elle dépasse les 20-25 millions grand maximum. Aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois. On ne peut pas se permettre de mettre plus de 30 millions. Voilà. Le problème, c'est que... Alors, il y en a deux. Il y en a deux, c'est-à-dire que tu as un joueur qui potentiellement dans 6 mois aura repris du poil de la bête et sera revalorisé. Donc, à l'image d'un Xavi Simons où tu as mis une clause libératoire pour le faire revenir à 4 millions, voilà, dont 2 que tu donnes aux joueurs. Là, est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec Ekitike pour essayer de tirer les bénéfices d'un potentiel transfert plus tard vers la Première Ligue ou un club qui serait à la recherche d'un attaquant. De l'autre côté, on sait que Francfort... Enfin, moi, je serais plutôt pour le vendre dès maintenant à Francfort parce que, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu peur. C'est un joueur qui, je pense, s'il se gère bien, va faire sa carrière. Voilà, moi j'ai confiance en lui. C'est un joueur que j'apprécie, oui, même si bon, au PSG, il n'aura pas laissé grand-chose. J'ai quand même quelques doutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Francfort qui ont encaissé 95 millions sur Kolo Muani cet été. Donc on sait qu'ils ont de l'oseille. Il faut absolument les faire raquer. Donc si on réussit à le faire partir pour 25-30 millions d'euros, amortir le transfert qu'on a fait il y a 2 ans déjà, donc on a déjà amorti 2 années du contrat qu'on avait signé à ce moment-là, ce qui est plutôt pas mal, hein. Il faut savoir que donc les 2 années qu'on a amorti, si on le vend au même prix, ce serait de la liquidité qui arriverait tout de suite comme ça, de manière brute dans nos caisses. Donc, bon, je me dis que ça c'est un peu mon scénario. Mettre une option d'achat obligatoire à 25-30 millions sur Francfort, parce qu'après je me dis, bon, alors, si on spécule et qu'on imagine un club anglais, je pense pas qu'il mettrait plus de 50 millions sur le joueur, en fait, tu vois. Et de l'autre côté, Francfort, ils sont pas cons. Hein, c'est comme le Bayern qui veut pas aller au-delà du prêt avec Mukiele. Bien sûr que les clubs allemands sont frileux, ils sont difficiles en négociation. On connaît aussi notre club qui à chaque fois demande un truc. Le club adverse dit non, et puis au final on s'y plie, il n'y a qu'à voir le dossier Moscardo, on a demandé une clause bizarre, et puis au final on l'a abandonné. Alors on va voir si le joueur va au final signer chez nous, puisque visiblement c'est pas encore fait. Mais voilà, sur Ekitike, je serais plutôt tenté d'essayer de faire le maximum d'argent aujourd'hui, voilà, avec Francfort, et puis ensuite on le laisse tranquille, on se débarrasse un petit peu de ce dossier. Même s'il y aurait toujours l'arrière-pensée de se dire, si le joueur vaut 100 millions comme Kolo Muani il y a 6 mois, eh ben on serait pas con. Parce qu'on l'aurait vendu 25 et puis on ne tirerait pas des bénéfices. À la limite, tu mets un pourcentage à la revente sur la plus-value, ça peut être assez intéressant. J'aimerais m'arrêter aussi sur Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, puisqu'on a Record Portugal qui a annoncé en début de semaine que sa maladie avant le match contre Nantes ou Dortmund, je sais plus, lui a fait perdre au final 6 kilos et lui a valu une hospitalisation pendant les vacances de Noël au Portugal. Donc le PSG a demandé de l'aide au Benfica Lisbonne en matière logistique pour s'occuper du joueur, pour le rapatrier à Paris et tout ça. Et donc il revient petit à petit. Il faut savoir que le PSG n'a pas confirmé ni démenti
Dans un papier de l'équipe, il y avait marqué ça. Le PSG contacté n'a ni démenti ni confirmé. Et au final, c'est Luis Enrique qui s'est chargé de dire oui, Gonzalo Ramos a perdu du poids en conférence de presse. Bon, déjà, grosse force à lui. Hein. On espère qu'il va revenir à un bon niveau parce que c'est pas agréable du tout pour un joueur professionnel de se retrouver dans ce genre de situation. On lui apporte tout notre soutien à Gonzalo Ramos. Et ensuite, il y a des papiers comme quoi, alors déjà, Luis Enrique lui ferait pas très confiance en privé, même s'il le défend en conférence de presse, et que les Qataris seraient ouverts à un départ cet hiver si on a une grosse offre. Alors bon, les Qataris, c'est vrai qu'ils sont pas réputés pour être très patients. Personnellement, je pense que l'hypothèse d'un prêt cet hiver peut s'envisager très sérieusement. Alors, je parle aujourd'hui dans un mois de janvier qui est très tranquille pour nous. On joue une fois par semaine, c'est vrai. Peut-être faut se projeter aussi sur le mois de février, le mois de mars qui nous attend. Ça va être assez chaud. On va jouer tous les 3 jours. Il y aura le retour des trêves internationales. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Gonzalo Ramos aura du temps de jeu. Mais aujourd'hui, en l'état, avec Mbappé numéro 9, et puis en plus sur les côtés, Barcola, Dembélé qui sont indéboulonnables, Marco Asensio qui est là, c'est quand même compliqué pour lui. C'est quand même très compliqué. Donc le prêter pour la seconde partie de saison, bien sûr sans option d'achat. Je ne dis pas de le faire partir définitivement. Non, non. Pas de transfert, parce qu'évidemment c'est trop tôt. Mais voilà, pour qu'il aille chercher du temps de jeu, si on a un club qui est... typiquement, si on a un Francfort, ou si on a, je sais pas, un Milan AC, un club assez intéressant, pas un club à la mort moelle-neu du ventre mou d'Angleterre qui est géré n'importe comment et qui fait n'importe quoi, hein, je dis pas ça, mais si on a un bon club, ouais, je pense que ça peut s'envisager. Parce que le garçon a joué contre Revel une seule fois en 2 mois. Alors bien sûr, là, on a vu qu'il y a les 6 kilos en moins. Mais le problème, c'est que Asensio revient. Mbappé est titulaire. Mbappé, il joue tous les matchs. Il va encore être titulaire demain à Orléans. Il veut absolument pas être sur le banc. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors moi, au PSG, je trouve que sur le terrain, hors de la surface adverse, il est plutôt intéressant. Du moins, il applique les consignes que le staff lui demande. C'est vrai qu'il bouge beaucoup. Défensivement, il fait des efforts. En matière de pressing, il engage. Techniquement, je trouve qu'il a progressé par rapport à ses débuts. Contre Monaco, son match le plus complet, il se connectait bien avec ses partenaires. Contre Revel, on l'a vu échanger dans les petits espaces, ça a été plutôt intéressant. Et puis il va chercher un penalty, il le marque, donc ça fait plaisir, il décroche bien. Mais c'est à l'intérieur de la surface que moi j'ai peur avec lui. Parce qu'en fait, c'était sa réputation avant qu'il arrive. Renard des surfaces. Moi, j'ai pas vu grand-chose de tout ça. Je l'ai plus vu chez Kolo Muani qui a mis des buts de raccro. Alors Gonzalo Ramos a mis un magnifique but de la tête contre Marseille, il faut pas lui enlever ça. Par contre, il a loupé des occasions grossières, où le geste technique, le contrôle par exemple, inquiète beaucoup en fait, parce qu'il prend un temps fou pour se mettre en position de frappe, et je me dis, oula, est-ce que c'est compatible au plus haut niveau ça, en fait. Et de l'autre côté, sa qualité de déplacement. Parce qu'on le trouve trop peu en bonne position dans la surface. À l'intérieur de la surface, le garçon est introuvable. Est-ce que c'est qu'il décroche trop et que du coup, à chaque fois, il est complètement hors des occasions? Est-ce que c'est une question, parce qu'évidemment, il faut prendre en compte le fait d'enchaîner. Hein, Barcola, au mois d'octobre, il jouait pas, et au final, il a pris confiance en enchaînant les titularisations. Mais ça m'inquiète, ça. Ça m'inquiète. Après, faut pas oublier aussi qu'on a recruté un joueur qui a eu des bons matchs en Ligue des Champions au meilleur niveau européen avec Benfica, contre nous, contre Bruges en 8e de finale, qui a un triplé quand même en Coupe du Monde. Donc c'est quand même un joueur, à la différence des Ugarte, Lee Kangin et tout ça, qui a quand même, je ne sais pas si on peut parler de référence, je pense le triplé en Coupe du Monde, oui, mais qui a montré quand même au plus haut niveau quelque chose. Donc c'est pour ça que je garde quand même, j'ai envie d'être un peu positif avec lui. Et encore une fois, se pose la question d'enchaîner. C'est pour ça que je suis ouvert à un prêt cet hiver. Alors Mukele, lui, il a pris un ballon au visage hier à l'entraînement. Je pensais que c'était une blessure diplomatique, puisque on nous disait dans les médias qu'il était incertain pour le match demain contre Orléans. Au final, Fabrice Hawkins nous annonce qu'il a carrément passé des examens et qu'ils sont bons. Du coup, il pourrait tenir sa place dans le groupe. Christian Falk, journaliste donc porte-parole du Bayern, annonce que le joueur a demandé 3 fois à Luis Campos de le transférer au Bayern. Ah oui, mais mon coco, t'es gentil. Nous, si on n'a pas de remplaçant, et sachant pertinemment que le Bayern, si on prête avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire, ils ne la lèveront pas. Enfin, on n'a pas d'intérêt en fait à te faire partir là-bas. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir que les Bavarois concrétisent. Hein. C'est bien marrant de faire filtrer dans la presse que c'est leur priorité numéro 1, que Thomas Tuchel le confirme même en conférence de presse. Mais à un moment donné, les gars, si c'est votre priorité, pourquoi vous voulez qu'un prêt? Bonne question.
Moscardo, alors Moscardo, le président des Corinthians, il a annoncé que c'est fini, il vient au PSG, mais derrière, le PSG a démenti dans le journal L'Équipe. Bruno Andrade, qui est le journaliste sur ce dossier le plus fiable, il annonce qu'en fait, le fonds d'investissement qui devait avancer les sous aux Corinthians pour qu'ils les dépensent tout de suite, n'ont pas encore signé. Donc le joueur n'est pas encore présent. Dans tout ça, moi ce qui m'inquiète, la situation est ubuesque. Je veux plus me prononcer là-dessus. J'ai l'impression qu'on est en train de négocier un top mondial, c'est ridicule. Dans tout ça, on a un joueur qui en fait doit être opéré depuis 20 jours, et c'est pas le cas. Donc en fait, c'est 20 jours en moins sur sa récupération. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'il va se faire opérer. Au début, c'était Doha. Ensuite, le président des Corinthians nous a dit qu'il a récupéré l'opération pour la faire au Brésil. C'est lunaire. C'est ridicule. Ubuesque. Bref. Demain, Orléans-PSG. Revenons-y parce qu'ils ont posé les derniers rouleaux de pelouse hier, donc jeudi. C'est-à-dire que la pelouse va avoir 3 jours pour s'enraciner. Alors que d'habitude, il faut 10 jours. Sans parler de la météo qui est très froide. Aujourd'hui, dans le centre, les gars, -5 ce matin. Alors que, évidemment, pour qu'une pelouse s'enracine, c'est mathématique. Enfin, c'est mathématique. Non, je travaille pas à Jardiland, mais voilà, on sait très bien que quand ça gèle, ça bloque l'enracinement. Voilà, bref, je suis pas jardinier. Je connais pas tout ça. Le seul truc que j'ai fait dans ma vie, c'est aller à Amsterdam. Bref, en seconde mi-temps, elle risque d'être lamentable, cette pelouse. Voilà, il faut se rendre compte de la situation très inquiétante pour les joueurs. Donc c'est pour ça que j'espère que Luis Enrique fera tourner, pas comme contre Revel, où il a fait 2 changements, je crois, pour faire rentrer les 2 petits jeunes, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, il va falloir que demain, à la mi-temps, on change carrément de 11. Le PSG ne donnera pas sa part de recette, parce qu'on ne le fait pas quand c'est un club professionnel. Orléans en est un. Et puis surtout, ils ont fixé des prix, Orléans, qui sont absolument lamentables. 60 € la place la moins chère. Donc le PSG a décidé de prendre la moitié, payer 30 balles pour que les abonnés puissent venir. Et les Ultras, d'ailleurs, ont boycotté le match de demain du fait de ce prix des places. Donc c'est honteux, bien évidemment, même si de l'autre côté, Orléans ont des soucis financiers. Ils ont sauté sur l'occasion. Ugarte est absent à la cuisse. Alors c'est vrai que ça se voyait à un moment donné sur le match contre Lens. Et puis Donnarumma, genou, on se souvient, après le penalty. Donc les deux sont préservés. Mbappé va vouloir absolument jouer. Alors, si tu le mets dans le groupe, évidemment, c'est pour qu'il soit titulaire. Donc il faut qu'il démarre. Par contre, à partir du moment où il a fait ses statistiques, que ce soit à la 30e minute ou à la 70e, il faut qu'il sorte. Voilà. S'il a marqué son but, il sort. Voilà. Il ne faut pas forcer, parce que la pelouse va se déraciner, c'est sûr et certain. Avec les contacts des joueurs, les prises d'appui et tout ça, ça va devenir dangereux. Voilà. Il y aura des espèces de mottes de pelouse là, qui vont se créer. Les chevilles, il va falloir bien les échauffer pour pas qu'elles tournent. Voilà. Donc vraiment, ce match ne me plaît pas du tout. Et j'espère vraiment que Luis Enrique le ménagera. Voilà. Alors il a fait un envoyé spécial hier avec Iris et Élise Lucet, donc je l'ai regardé. Alors bien évidemment, le sujet principal, c'était pas le foot, mais c'était sa fondation et toutes les œuvres qu'il fait. Donc ça, c'est très bien, c'est forcément louable. Lui et sa mère, à qui il faut aussi rendre hommage. De toute façon, elle est mise en avant dans le documentaire. Donc voilà, c'est exceptionnel. Alors les histoires de donner 30% de ce qu'il gagne à l'avenir pour sa fondation Inspired by KM, super. Vraiment bravo. Un grand bravo à lui. Mais ça, on le savait depuis qu'il est en équipe de France, on sait qu'il reverse toutes les primes qu'il touche avec les Bleus pour des œuvres caritatives. Donc ça, voilà, qu'il soit... après, chacun fait ce qu'il veut de ses sous, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est tout à fait louable. Pour ce qui nous intéresse en tant que supporter parisien, Élise Lucet lui a posé la fameuse question. Est-ce que si je fais l'interview dans un an, ce sera à Paris, à Manchester ou à Madrid? Eh bien lui, il est trop fort. Il est trop fort parce qu'il tombera jamais. Faut aussi avouer qu'en matière de communication, le mec ne tombera jamais dans le piège des journalistes, et encore moins d'Élise Lucet, qui est quand même réputée pour être coriace, puisqu'il lui répond on se retrouvera dans le bureau où on est aujourd'hui, à savoir le bureau du siège de toutes ces sociétés à Paris, puisque le bureau... quel que soit l'endroit où je joue, on va le garder en fait. Donc c'est très fort, c'est très fort. Mais moi de l'autre côté, je peux pas m'empêcher que tout ce qui sort ces derniers temps, l'envoyé spécial, l'interview pour Amazon Prime et tout ça, vont dans le sens d'un départ gratuitement, au terme de son contrat en jeu. J'espère me tromper parce que vous connaissez mon avis sur le dossier. Donc voilà pour Mbappé. Luis Enrique, lui il me fait rire. Il me fait rire parce qu'en conférence de presse, on lui a posé une question aujourd'hui sur Gonzalo Ramos. Alors les gars, il faut savoir que Luis Enrique, j'ai trouvé un théorème. C'est-à-dire que quand on lui pose une question sur un joueur, il y a 2 scénarios pour comprendre sa réponse. C'est-à-dire que
quand on lui a posé des questions sur Dembélé, sur Barcola et aujourd'hui sur Soler, dans sa réponse, il est resté sur le joueur. Dembélé, il te dit que c'est le joueur le plus déséquilibrant du monde. Barcola, il te dit qu'il sait tout faire. Soler, aujourd'hui, il te dit que c'est un joueur qui a des qualités incroyables, qu'il l'a emmené à la Coupe du Monde 2022 et que ça, il ne le fait pas avec n'importe quel joueur, donc il en est très content. Mais quand tu lui poses des questions sur Mukiele, avant Revel, où il te répond « Bon, Mukiele, s'il joue pas, non, mais il y a une équipe en fait. Il y a des joueurs qui jouent pas, et puis s'ils sont pas contents, ben, c'est pas mon problème. Il y a une équipe à faire tourner. » Il insiste bien sur l'équipe. Et Gonzalo Ramos, aujourd'hui, pareil, il te dit on a une équipe, on a une équipe, et puis au mois de mars-avril, il y aura du temps de jeu pour ceux qui ne jouent pas aujourd'hui. Et puis, de toute façon, une équipe, c'est 11 joueurs, voilà, et j'ai jamais vu d'équipe qui fait jouer tous les joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Donc en fait, Mukiele et Ramos, deux joueurs qui, bon, on va pas se mentir, sur lesquels il a des doutes. En fait, il élargit à l'équipe. Voilà. C'est-à-dire que si le Luis Enrique, quand tu lui poses une question sur un joueur, il reste sur le joueur en lui-même, c'est qu'il l'aime. Par contre, quand il va élargir à l'équipe, là, tu peux te dire que ça sent mauvais. Bref, donc pour demain, je mets Tenas dans les buts plutôt que Navas, puisque Navas est en fin de contrat dans 6 mois. Tenas, bon, c'est l'avenir, je ne sais pas si c'est le mot, mais il a un contrat plus long, quoi. Soler, latéral droit, Marquinhos, Danilo et Beraldo, latéral gauche. Au milieu de terrain, je mets un double pivot, Vitinha, Fabian Ruiz, et puis devant, je mets Dembélé quand même. Dembélé en premier, parce que les gars, le frérot, il fait des bons matchs, il fait un super début d'année, mais à un moment donné, il faut qu'il marque, quoi. Un seul but depuis son arrivée, c'est... Donc demain, qu'il fasse ses statistiques absolument. Mbappé, j'en ai rien à branler, mais alors Dembélé, faut absolument le titulariser, puis alors lui, il faut le laisser sur le terrain jusqu'à qu'il marque. Quoique, j'ai un peu peur du claquage aussi. Ramos, aux côtés d'Mbappé, et puis sur le côté gauche, je mets Colomani. Voilà, on part sur cette composition pour donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde, essayer de faire plaisir et de contenter un petit peu tout le monde, que chacun fasse ses statistiques, prenne confiance. Barcola n'a aucun intérêt à jouer sur une pelouse aussi lamentable. Je critique quand même ce choix de la Ligue d'avoir laissé ça, enfin je sais pas si c'est la Ligue ou la Fédé, mais voilà, on aurait pu faire ce match au Parc des Princes comme c'était prévu initialement, parce que après le match à Revel où la pelouse était pas top, le match à Lens où pareil, c'était assez compliqué. Là, on va encore avoir des petits problèmes de pelouse. Luis Enrique a aussi souligné le match à Clermont, fin septembre, où la pelouse n'était pas top. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et que voilà, je ne cesserai de souligner. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis, on se retrouve demain. Alors, demain, débrief, je sais pas. Demain soir, juste après le match. Par contre, dimanche, oui, peut-être que je pense que dimanche, je ferai une vidéo. Ça, c'est sûr, dimanche, il y aura une vidéo. Par contre, demain soir, après le match, je sais pas, j'en suis pas encore certain. Voilà, je vous garantis rien. Et s'il n'y a pas de notif, ben, vous inquiétez pas. Du coup, vous aurez été prévenu. J'ai un truc de prévu et je sais pas si je vais pouvoir me libérer ou si ça se finira suffisamment tôt pour que je regarde le match dès le début. Ce qui est sûr, c'est que je prendrai en deuxième mi-temps, mais faire un débrief à chaud juste sur la deuxième mi-temps, j'y ai aucun intérêt. Autant attendre dimanche et regarder la première. Bref, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et ciao les amis.